l'enregistrement. Et puis, on vous incite à poser vos questions au fur et à mesure de la présentation si vous en avez. Puis, on aura une période de questions à la fin, mais vous avez dans le petit onglet réaction la possibilité de lever la main puis d'ouvrir votre micro. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Caroline Martineau, qui va être notre formatrice aujourd'hui. Merci Marie. Alors, bonjour tout le monde. On se connaît là, pour la très large majorité, si ce n'est pas l'entièreté d'entre vous. Alors, toujours contente de vous voir. Formation aujourd'hui sur les outils fiscaux pour les coopératives. Peut-être je commencerai par vous dire, parce que la plupart d'entre vous m'avez déjà vu en formation sur les outils fiscaux. Ce n'est pas la même formation que d'habitude. D'habitude, c'est une formation là, qui est très technique. Qu'est-ce que le RIC, à qui ça s'applique, etc. Qu'est-ce que le REER? Bon, aujourd'hui, dans le fond, ce dont on parle, c'est du travail qui a été fait là, en collaboration avec le CQCM pour voir comment on pouvait augmenter l'adhésion des coopératives à ces mesures fiscales-là. Puis dans le cadre des travaux, il y a des recherches qui ont été faites. Donc, on va vous parler des résultats de ces recherches-là. Qu'est-ce qui fait que les coops n'utilisent pas davantage les outils fiscaux? Et je vous donne en primeur qu'il y avait une difficulté au niveau de l'administration, la gestion de ces programmes-là qui avait été nommée. Et donc, ça faisait partie du travail qu'on faisait ensemble de dire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme outil pour faciliter l'utilisation? En deuxième partie, c'est un peu ce qu'on va vous présenter, là, les outils qui ont été développés. Je commence par mon partage d'écran. C'est la partie la plus difficile de cette formation, c'est sûr. Share screen. Oh, je crois qu'on y est arrivé facile comme ça. Donc, j'ai des signes positifs de votre part. J'ai même réussi à faire en sorte de voir les gens. Fait que je suis pas mal fière de moi. Là. Les gens qui me connaissent savent que la technologie n'étant pas ma force. Mais je ne vous vois pas tous. Fait que donc, n'hésitez pas là, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires. On est peu nombreux. Même si je ne vois pas de main levée, ouvrez votre micro, prenez la parole. On rend ça vivant là, tous ensemble. Fait que donc, les outils fiscaux pour les coopératives. Alors, dans la mise en contexte, les prémices, l'appui à la capitalisation des coops par les mesures fiscales, ça vise à améliorer le taux de capitalisation des coopératives admissibles et à faciliter l'attribution de ristournes en part. Fait que, grosso modo, on veut augmenter l'avoir des membres pour permettre aux coopératives d'avoir plus de capital de développement. Ça leur permet d'emprunter plus, ça crée un effet de levier et de là, on a des coopératives qui ont plus de capacité à se développer. Les coopératives détenant un certificat d'admissibilité au RIC entre 2007 et 2017 ont un taux de capitalisation qui est 16,38 supérieur aux coopératives sans certificat RIC. Fait qu'on constate qu'ils ont un effet effectivement sur la capitalisation de ces coops-là. Mais les mesures semblent sous-utilisées ou méconnues. En tout cas, c'est l'idée avec laquelle on partait dans ce projet-là. Comment ça se fait qu'il y a si peu de coopératives qui les utilisent? Fait que dans le cadre de l'état de situation, on a enquêté beaucoup sur les coopératives qui avaient le RIC, n'ayant pas une information détaillée là, sur les coopératives qui utilisaient le REER. Fait que les 140 coopératives détentrices d'un certificat RIC représentaient 17 des 824 coopératives potentiellement admissibles. On comprend que c'est ça qui faisait bondir, puis que c'est ça qui donnait lieu aux questions qu'on se posait avec cet état de situation-là. Les principales raisons énoncées pour ne pas se prévaloir du RIC lorsqu'admissible, la complexité de la gestion administrative, d'où notre intérêt à développer des outils, et le manque d'intérêt. Certes, mais ça veut dire quoi? Regardons-le. Quelques données là, pour débuter. Donc, l'utilisation du RIC par les coopératives. Combien il y a de coopératives qui ont un certificat? Donc, ça, c'est ma première colonne. Et combien il y a de coopératives au total. Et elles sont en deux catégories, donc celles qui ont plus de 15 membres et celles qui ont moins de 15 membres. Pourquoi a-t-on classé les données de cette façon-là, plus ou moins 15 membres? C'est tout simplement que pour adhérer au REER, c'est un minimum de 15 participants dont on a besoin. Fait que ça nous permettait là, de cibler quelle coopérative aurait pu être admissible aux deux mesures fiscales.
et le taux de capitalisation de moins de 60 %, c'est un critère du RIC. Fait que donc, dans le fond, avec ces deux critères-là, on était capable de déterminer les coopératives admissibles au RIC comme étant le total et les coopératives admissibles au REER comme étant cette colonne-ci. Vous voyez ma souris quand je bouge, pour être sûr? Oui, super. Fait qu'évidemment, il y a d'autres critères d'admissibilité, comprenons que ceux-là étant les principales, ça nous permettait d'avoir des chiffres, mais on reviendra sur les autres critères. Fait que si vous voyez, là, dans les coopératives de producteurs, bien, on voit qu'on a quasiment 140 coops qui seraient théoriquement admissibles, 21 certificats RIC en vigueur. Au niveau des coops de travailleurs, bien encore là presque 130 coops admissibles, 64. Fait que ça, quand même, le résultat est meilleur, on est à presque 50 %. Les coopératives de travailleurs actionnaires, 38 au total, dont 26 certificats d'admissibilité en vigueur. Et les coopératives de solidarité, c'est là où on a l'état du drame se situe ici. 142 coops au total et seulement 14 certificats d'admissibilité. Donc, ça posait question et à juste titre, est-ce qu'on a là un potentiel de développement non exploité? Au total, là, on voit qu'on est à quasiment 400 coops admissibles et 126 certificats d'admissibilité. Regardons maintenant, par secteur d'activité. Vous avez là en orange le total des coopératives dans ce secteur d'activité-là et en bleu celles qui ont un certificat. Fait que vous voyez là que essentiellement, il y en a un peu partout, mais il y a des secteurs, on le voit là, où c'est très, très faible. Voire pas pantoute. Là. On pourrait, par contre, là, se questionner à savoir, on sait que les coopératives qui ont des membres consommateurs sont disqualifiées automatiquement là, du RIC. Et j'oserais dire du REER, même si ce n'est pas vrai dans l'absolu, mais généralement, c'est vrai. Alors, on constate qu'effectivement, là, je pense à agriculture, c'est un secteur d'activité où il y a beaucoup de coops avec des membres consommateurs. Bon, c'est le cas, là, en tout cas, on peut penser que c'est un facteur qui détermine un peu là, dans quel secteur d'activité c'est le plus utilisé. Puis, ben, ça collerait, l'agriculture et pêcherie. C'est un secteur non seulement où il y a admissibilité du RIC, mais c'est un secteur aussi où il y a des facilités en lien avec le RIC et l'admissibilité des investisseurs qu'on n'a pas dans d'autres secteurs. Fait que donc, ça percole, là, il y a davantage d'utilisation dans ces secteurs. Toujours dans les données par secteur, là, certaines choses qui ont été nommées plus particulièrement, les choses qui frappent, j'oserais dire, là, dans les CUMA, par exemple, 64 coopératives, une seule avec un certificat d'admissibilité. Coop forestière, encore là, on en a de nombreuses, on aurait pensé qu'elles seraient toutes admissibles. Finalement, elles ne s'en prévalent pas toutes. Coopératives de travailleurs dans les services professionnels, les microbrasseries. Donc, essentiellement, plusieurs secteurs là, qui pourraient sans doute se prévaloir davantage et ne le font. Je regarde Jacinthe et je lui fais un petit clin d'œil, notre nouvelle coordonnatrice pour le secteur agricole. Je pense qu'il y a des données qui t'intéressent là-dedans. Fait que donc, il y a un super beau potentiel d'implantation, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est vrai? Et ma réponse, c'est théoriquement oui, mais pratiquement, est-ce que c'est vraiment le cas? Et donc, les données de l'étude documentaient certains facteurs. C'est quoi les facteurs qui ne sont pas documentés et qui donc permettraient peut-être de mesurer mieux le potentiel réel de ces mesures? Une chose qui était nommée dans l'étude sur les coops de solidarité, c'est la question des coopératives exploitées à des fins non lucratives. Par définition, une coopérative qui est exploitée à des fins non lucratives, c'est une coop qui vise un financement qui dépend souvent plus de subventions que de la capitalisation des membres. Par définition, là, si on choisit d'être exploité à des fins non lucratives, on choisit de s'interdire le versement d'intérêts sur les parts privilégiées. À partir du moment où on dit ça, miser sur la capitalisation comme financement d'entreprise, c'est beaucoup moins courant parce que beaucoup moins efficace. Fait que, si on vise moins sur la capitalisation, forcément, le RIC devient
plus intéressant là, comme mesure permettant de capitaliser la coop. Fait que ça, c'est un facteur qui n'était pas chiffré dans l'étude, mais on sait qu'il y a beaucoup de coop exploitées à des fins non lucratives. Donc, forcément, là, ça a un impact sur l'utilisation des mesures. L'autre aspect, c'est la question des coopératives de producteurs. Je vous disais, il y a des facilités dans les coopératives agricoles, notamment le fait que si le membre, qui est une entreprise nécessairement, on est dans une coop de producteurs, est une entreprise incorporée ou une société de personnes, ben, l'actionnaire, je reste dans les Inc., s'il détient au moins 10 des actions de l'entreprise, il est admissible. Fait que donc, la coop de producteurs, même si ses membres sont majoritairement des Inc., peut offrir le RIC aux propriétaires de ces Inc.-là. Ça, c'est dans l'agricole. Ce n'est pas le cas dans le reste des coopératives de producteurs. Fait que forcément, la majorité des coopératives de producteurs, lorsque vient le temps d'implanter la capitalisation, vont regarder l'ensemble de leurs membres, vont dire combien j'en ai qui seraient des investisseurs admissibles. Et de là, je vais décider si je me prévaux de la mesure. Si j'en ai, puis on voit ça souvent, là, j'en ai 2, j'en ai 5 qui seraient admissibles au RIC sur 20 sur 30 membres. Bien, souvent, la coop va dire ça ne vaut pas la peine, on ne l'implante pas. Il y a aussi là, parfois des questions qui se posent au niveau de l'équité. Hein? Je veux-tu offrir des parts qui ont un avantage fiscal, donc un certain rendement fiscal, si on peut le dire, à 2, 5 membres sur le total de mes membres? Fait que tout ça fait en sorte que souvent, dans les coopératives de producteurs, on va décider de ne pas implanter là, effectivement les mesures fiscales. Puis le dernier, et non le moindre, j'oserais dire, là, la question de la conformité coopérative et de la rigueur de gestion. Le ministère fait de plus en plus de vérifications de conformité au moment d'émettre un certificat RIC. Tout simplement, bon, il y a eu certaines difficultés, on en repère encore là, des difficultés dans la gestion du RIC, d'où l'intérêt du ministère de resserrer un peu et de faire davantage de vérifications là, au moment de l'émission d'un certificat. Fait que quand on rencontre une coopérative pour dire bon, ben, je serais peut-être admissible, est-ce que ça marcherait pour nous? Ben, on va regarder les règlements, on va regarder les opérations avec les membres, est-ce que c'est de plus de 50 on va regarder bon, le fonctionnement, est-ce que les registres sont bien tenus, etc. Puis, ben, on va avoir une jase entre quatre yeux hein, pour dire si actuellement vous avez de la difficulté au niveau de la rigueur de gestion, ben, à partir du moment où vous mettez le pied dans des mesures fiscales, ben, l'erreur est moins permise. Les erreurs portent davantage à conséquence. Le ministère du Revenu peut être plus intéressé à vérifier les choses chez vous. Donc, il faudra, d'une part, vous mettre conforme si vous voulez votre certificat, mais avez-vous la capacité de rester conforme dans le temps? Puis ça, ben, une culture de rigueur dans la gestion, c'est pas quelque chose qu'on se lève un bon matin et qu'on dit « Oh oui, ça a l'air d'être une bonne idée, on va devenir rigoureux dans notre gestion ». Il faut que ça soit un petit peu implanté. Là. Ça fait que dans ce sens-là, on ne se le cache pas, là, dans la pratique, il nous arrive de décourager les coopératives d'utiliser les mesures fiscales lorsqu'on voit que la rigueur de gestion non seulement n'est pas là, mais n'est pas une préoccupation pour la coop. Donc, il n'y a pas de réelle volonté d'implanter quelque chose de plus rigoureux. Ben, embarquez pas dans les mesures fiscales, vous allez vous mettre dans le trou. Fait qu'après ça, puis bon, se rappeler également là, que les mesures fiscales ont pour objectif la capitalisation des coops et non d'offrir des avantages aux membres. Ça aussi, là, on reçoit là, des coopératives qui disent ben, on a fait le tour des avantages membres, on n'a pas grand-chose, on s'est dit que le récréaire, ça serait une bien bonne idée. Ben, lorsque l'objectif n'est pas de capitaliser la coop, mais bien d'offrir un avantage membre, on va souvent avoir des discussions avec ces coopératives-là pour dire ben, est-ce que c'est un avantage membre qui serait pérenne dans le temps? Pas nécessairement. Hein? Tu vas faire quoi là, quand tu vas dépasser ton taux de capitalisation de 60 Et au niveau du modèle d'affaires, ben, il faut que ton avantage membre soit coopératif, soit basé sur ton modèle d'affaires et non pas basé sur quelque chose que l'État offre. Fait qu'une fois qu'on met tout ça ensemble, ben, on constate que le potentiel d'exploitation des mesures fiscales chute drastiquement. Et on peut penser là, que c'est beaucoup ces aspects-là qui fait que ce n'est pas davantage utilisé. Ça n'empêche pas qu'on a un certain pouvoir d'action.
On peut en faire la promotion, on peut s'assurer lorsque les coopératives viennent nous voir pour dire ben, j'ai un projet de développement, qu'on n'oublie pas d'en parler. Et on peut donner des outils pour faciliter la gestion de ces mesures fiscales-là pour qu'il y ait une perception moindre de la lourdeur administrative de la chose. Mais est-ce que demain matin, on va ouvrir 200 règles de plus? On se permettra là d'en douter. Donc, je vous ai parlé là, des choses qui font que bon, le potentiel est moins grand que ce qu'il apparaît sur papier. Maintenant, d'autres éléments dont on discute avec les coopératives qui sont intéressées par les mesures fiscales. Premièrement, combien ça coûte les mesures fiscales? Bon, le RIC, ça ne coûte rien de faire une demande d'admissibilité, ça ne coûte rien. On pourrait dire ça là, pour produire les documents administratifs, etc. Ce n'est pas le cas du REER. Le REER a un coût qui est par participant et par année pour toute la durée de détention des parts REER. Fait que donc, bon, il y a certaines variations dans les coûts, mais en général, c'est 60 $ par participant par année. Pour des parts qui doivent être détenues un minimum de 5 ans, puisqu'elles sont habituellement enregistrées à la fois au RIC et au REER. Fait qu'on peut parler d'un coût de base par participant de 300 $ pour enregistrer des parts au REER. Puis évidemment, si je cotise plusieurs années d'affilée, mon délai augmente. Fait qu'on comprend là, que c'est un coût de base, mais qu'il est généralement plus élevé. Fait que je vais regarder, là, bon, ben, c'est quoi mon objectif de capitalisation? Combien est-ce que mon membre va capitaliser la coopérative? Et on va regarder, ben, est-ce que le coût de 300 $ par année, ça a du bon sens ou ça n'en a pas? Puis je dirais que le REER est beaucoup utilisé par des coopératives qui ont des systèmes de capitalisation continue sur les pays, par exemple. Fait que donc, on atteint des montants substantiels et ça vaut la peine pour ces coopératives-là. Mais quand on a des coopératives qui capitalisent à un moment pour un projet précis, puis tu sais, si on attend 500 $ par exemple ou 1000 $ de capitalisation par membre, bien, on comprend que 300 $ de frais, c'est énorme. Surtout compte tenu que, on s'entend, le 1000 $ du membre, je vais devoir lui rembourser. Fait que ça va m'avoir coûté là, un 30 % du montant qui a été capitalisé. Fait que ça, c'est quand même à réfléchir. C'est ce qui fait que le REER, on implante généralement quand il y a de la capitalisation continue dans une coopérative. Au niveau du RIC, bon, c'est sûr qu'on peut penser que ça ne coûte rien. C'est vrai que ça ne coûte pas très cher, mais il faut se rappeler qu'il y a quand même un coût de gestion, notamment au niveau de la production des relevés 7, la production des rapports gouvernementaux divers. Fait qu'il y a quand même un certain coût. Normalement, dans une coopérative, il y a déjà une rigueur de gestion, donc produire ces documents-là additionnels, ça n'aurait pas un énorme coût. Mais on se souvient de ce qu'on vient de dire, là, souvent, il y a une différence importante dans la rigueur de gestion à y mettre. Donc, dans le coût de gestion, là, on va devoir suivre des formations, on recommande d'avoir toujours au moins 2 personnes qui savent gérer les parts admissibles au RIC de façon à ce qu'il y ait là, un continuum dans la gestion, etc. Fait que donc, certains coûts administratifs là, à considérer. Dans quelle situation l'inscription est intéressante et les formalités à respecter pour la coopérative et le membre? Ben, c'est vraiment là où on va recommander à la coop de regarder réellement combien ça coûterait puis combien ça pourrait rapporter. Puis à partir de là, à partir de données qui sont estimées, mais qui sont estimées sur une base de réalité, ben, c'est là où la coopérative va pouvoir déterminer est-ce que c'est bon pour moi ou c'est plus de troubles ou de coûts que ce que ça va réellement apporter comme faisabilité de projet. La notion de placement interdit, c'est aussi à faire attention. On a dit que pour le REER, ça prenait un minimum de 15 participants en tout temps. Cette règle-là émane de la question des placements interdits. La question des placements interdits, ce que ça dit, c'est qu'un membre et ses personnes liées ne peuvent pas détenir 10 % ou plus du capital social de la coopérative. Ça, c'est une règle là, qui s'applique à tous les REER, pas seulement dans les coopératives. C'est une règle là, qui nous provient de l'ARC et qui dit, dans le fond, tu ne peux pas investir en REER sur quelque chose dans quoi tu as le contrôle. Donc, le fait d'exiger qu'il y ait
davantage de membres et que chaque membre détienne moins de 10 du capital social, c'est une façon de s'assurer que le membre n'a pas le contrôle de la coopérative ou du placement réel dans lequel il investit. Ça amène évidemment une disqualification de toutes les petites coops qui ont moins de 15 participants. Puis je fais la distinction entre membres et participants, hein, parce que dans certains cas, par exemple dans les coops de solidarité, la capitalisation va être assurée, par exemple, par les membres producteurs ou par les membres travailleurs et moins par les membres consommateurs. Mais c'est vraiment là, les participants, donc les personnes qui achètent des parts enregistrées, qui doivent être un minimum de 15 là, pour être admissibles. Donc ça, évidemment, c'est une contrainte qui freine beaucoup l'utilisation du REER coop, mais qui est inévitable. C'est une règle fiscale. Les mesures de protection à prendre pour les membres qui atteignent l'âge de 71 ans et le transfert dans un FER. Dans le fond, ça aussi, c'est une règle fiscale qui n'a rien à voir avec les coops. Hein. On ne peut pas détenir des REER passé le 31 décembre de l'année où on a 71 ans. Donc, passé cette date-là, on a l'obligation de transférer nos REER en FER. Il n'est pas possible d'avoir un FER coopératif. Donc, quand on achète des parts dans une coop, on peut les enregistrer en REER. Et au moment où on doit les transférer en FER, ben, il faut que ces parts-là soient rachetées par la coopérative pour nous permettre d'effectuer un transfert dans un véhicule FER. Donc, pour les coopératives, notamment celles qui ont moins de participants, là, ça oblige à se garder un fonds de réserve qui nous permet effectivement d'avoir les liquidités là, pour rembourser ces membres-là lorsqu'ils font la demande l'année où ils vont avoir 71 ans. Fait que ça aussi, dans certaines coopératives, quand on va rencontrer l'ensemble des membres, un de nos facteurs de faisabilité, c'est quoi la moyenne d'âge? Si on a une moyenne d'âge qui est très élevée, bien, on sait que c'est le fun, non? On va pouvoir enregistrer les placements des membres au REER, mais on va être obligé de garder une grosse proportion de ça dans un fonds de réserve de façon à s'assurer la sortie des fonds lorsque les gens ont 71 ans. Fait que ça aussi peut rendre moins attractif le produit REER. Si les membres sont, si la moyenne d'âge dans une coopérative est plus élevée. Conformité et rigueur de gestion requise, bien, encore là, ça fait partie, là, ça ne me dérange pas de le répéter. Je le répète effectivement souvent quand je rencontre les coopératives parce que ça se joue là. Est-ce que ça va être un atout pour vous, les mesures fiscales, ou est-ce que ça va être une épine dans le pied dans laquelle vous allez buter constamment? Peut-être avant de m'en aller vers les outils, je ferais peut-être une petite tournée de questions, commentaires, surprises. Allez-y. Ou pas. Ben, et c'est Éric Martel, je ne voulais pas poser de questions, mais vu qu'il n'y a personne qui en pose, Là. tu pourrais-tu préciser, dans les petites coops, mettons, tu disais que c'est plus difficile, même impossible, une coop de travailleurs de 3 membres, mettons, aurait de la difficulté à se qualifier pour le RIC? Non, c'est pour le REER, ça. Ah, OK, juste pour le REER. Okay. Oui, le nombre de membres, c'est vraiment les REER là, qui ont un impact. Il peut y avoir un impact indirect au niveau du RIC parce que souvent, les petites coops n'ont pas nécessairement de direction générale ou de personnel administratif dédié. Fait qu'effectivement, au niveau de la rigueur de gestion, on peut le voir, mais c'est un impact indirect, là, je dirais. Félicitations pour la photo. Elle m'a fait rire hier et elle me fait encore rire aujourd'hui. On t'en remercie. Ben, tant mieux. Vaut mieux une risée que d'autres choses. C'est ça. Bon, donc, devant la foule qui se bouscule sur les questions, j'enchaîne sur les outils. Alors, le premier outil qu'on vous présente, c'est un petit document résumé des mesures fiscales qui est facile à consulter, facile à distribuer, puis qui va faciliter, là, dans le fond, l'information des coopératives à propos de ces mesures-là. Fait que vous y trouvez les deux. On a le RIC, là, quelles coopératives sont admissibles, quelles personnes sont admissibles au sein de la coopérative.
Bon, quel type de placement, là, c'est notamment les caractéristiques des parts pour qu'elles soient admissibles là, au RIC. Et qu'est-ce que ça me donne en termes de déduction fiscale. Et ensuite, ben, le REER, donc encore là, qu'est-ce que c'est? Quelles sont les coopératives qui sont admissibles? Quels sont les principaux critères par rapport à ça? Peut-être un que je vous soulignerais, là, c'est la question d'être en affaires depuis au moins 3 ans. Alors, ça, c'est un critère qu'on n'a pas dans le RIC. Hein, les coopératives, bon, il faut habituellement un premier rapport annuel, mais il est possible d'en être exempté, donc d'être admissible en démarrage. Dans le REER Coop, on est beaucoup plus strict. Là. On est admissible après 3 ans d'opération, sauf dans les cas de relève de reprise collective ou dans les cas de coopérative de travailleurs actionnaires, auquel cas, ce critère-là va s'appliquer à l'entreprise opérante ou l'entreprise qui est rachetée. Après ça, j'ai quoi? Bon, admissibilité de l'investisseur également. Donc, là, on parle là, effectivement de la question des placements interdits, de la question du 71 ans, puis de la question des droits REER inutilisés. Parce qu'effectivement, là, les parts qu'on enregistre au REER Coop comptent dans les cotisations REER qu'on fait dans l'année. Bon, les titres admissibles, le rendement, comment est-ce qu'il se calcule? Il ne se calcule pas de façon traditionnelle puisque on tend à considérer dans le fond que le RIC peut être assimilé à un rendement fiscal. Bon, donc, ce n'est pas de l'intérêt sur les parts, ça peut s'additionner à l'intérêt qui peut être déclaré sur les parts, mais ça réduit considérablement le risque dans le sens où si je n'ai pas de rendement d'intérêt sur mes parts, bien, j'ai tout de même obtenu là, un rendement fiscal lors de mon investissement. Puis, ben, on a le fameux tableau là, sur qu'est-ce qui se passe quand je combine le RIC et le REER. Moi, j'aime appeler ce tableau-là la démonstration de la magie coop, parce que dans le fond, ça nous démontre combien est-ce qu'on obtient d'épargne fiscale, épargne fiscale sur le REER et épargne fiscale sur le RIC, sur un investissement de 2 000 $ et en fonction là, de mon revenu imposable. Et ça, ben, nous permet de démontrer que dans le fond, au coût net, donc une fois que j'ai reçu mes déductions fiscales, combien est-ce que ça m'a réellement coûté dans ma poche? Puis on constate là que ben, on est au Québec, hein? Fait que les gens qui gagnent cher payent plus d'impôts, donc reçoivent davantage d'épargne fiscale, mais ça peut leur coûter aussi peu que 20 % des montants investis. Puis dans le pire des scénarios, là, à 25 000 de revenus imposables, ben, l'État nous donne quand même 49 % des montants là, qui ont été investis. Bon, on comprendra, puis souvent je le mentionne là, juste pour pas que ce soit trop magique. L'épargne fiscale liée au REER, ben, comprenons qu'il y a un impôt qui va être payé à la retraite lorsqu'on va sortir ces fonds-là et les encaisser. Donc, ce n'est pas réellement un rendement fiscal, mais quand même, au net dans mes poches cette année, ben, voici ce que mes investissements me coûtent. Les avantages de ça, bénéficier des 2 avantages fiscaux. Les inconvénients, le fait que à partir du moment où c'est REER, c'est plus vrai, comme dans le RIC, que je récupère mon argent après 5 ans, par exemple. On le récupère, mais on doit le placer dans un autre véhicule REER. Donc, c'est de l'argent qui sera immobilisé jusqu'à la retraite. Puis la question du 71 ans, ben, c'est important que les gens en soient conscients lorsqu'ils investissent, là, que s'ils atteignent 71 ans avant la fin du délai de détention RIC, qui est d'un minimum de 5 ans, ben, on va se retrouver avec le choix entre retirer quand même mes parts de la coopérative, mais avoir un impôt spécial au niveau du RIC, ou laisser l'argent dans la coopérative, mais à ce moment-là, devoir désenregistrer REER et avoir quand même un impôt spécial à ce niveau. Fait que ce petit document d'information qui devrait vous faciliter, là, dans le fond, la vulgarisation des mesures fiscales à vos coopératives. Ensuite de ça vient le calendrier des obligations. Il y en a 2. Il y en a un pour les coopératives qui ont seulement le RIC. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour bien gérer ça? Fait qu'on l'a en 2 sections. Une qui est avec l'année civile, qu'est-ce que je fais en novembre, en décembre, janvier, etc.
Et deuxième section qui est en lien avec l'exercice financier de la coopérative. La plupart étant obligations que la coopérative a de toute façon, même si elle n'a pas de RIC. Mais il s'en ajoute quelques-unes et certaines deviennent plus importantes, notamment là, le fait que le rapport annuel doit contenir l'état du capital social, les demandes de remboursement, les prévisions de remboursement de parts. Fait que donc, essentiellement, ça sert à avoir un seul calendrier qui regroupe l'ensemble des obligations, puis à mettre en évidence là, celles qui sont plus importantes au niveau du RIC. Même principe, mais pour les coops qui ont à la fois le RIC et le REER. Encore là, on ne veut pas que vous ayez 2, 3 calendriers à gérer. Fait que donc, il y en a un seul. Même principe, en fonction de l'année civile, sachant que ces coops-là, la plupart émettent au 31 décembre leur part. Fait que donc, qu'est-ce que je fais novembre, décembre, etc. On voit qu'il est un peu plus long. Et qu'est-ce que je fais en fonction de l'exercice financier, donc en deuxième section. Plan de remboursement des parts, bien ça, c'est quelque chose, toutes les coops ont l'obligation dans leur rapport annuel d'avoir une prévision de remboursement de parts. C'est fascinant parce que je pense que j'en ai jamais vu. Ou en tout cas, il y en a qui l'ont après nos interventions en service conseil, mais des coopératives qui arrivent, qui me présentent un rapport annuel contenant un plan de remboursement de parts, ça n'arrive jamais. Donc, pourquoi ça n'arrive jamais? Ben, on constate que ce n'est pas nécessairement mis en évidence non plus là, dans les obligations. Puis, ce n'est pas nécessairement très clair. Qu'est-ce que c'est qu'un plan de remboursement des parts? Donc, c'est là-dessus qu'on s'est dit, ben, quelle belle opportunité, dans le fond, de soutenir nos coopératives, soutenir une meilleure conformité, une meilleure gestion du capital. C'est ça l'objectif derrière. Fait qu'on vous propose un petit outil. Là, pourquoi établir un plan de remboursement de parts? Ben, c'est pour démontrer à nos membres qu'il y a une perspective raisonnable d'être remboursé. Bon, le CA, il a un devoir de saine gestion du capital, il a un devoir de pérennité ou pas un devoir de pérennité, ça serait peut-être trop dire, là, mais de viser, en tout cas, la pérennité de la coop. Mais il a un devoir d'assurer aux membres qu'il y a une perspective raisonnable de remboursement des parts. Puis, ben, comment faire si on n'a pas de plan de remboursement? Très difficile. D'où l'intérêt d'en mettre un en place. Fait que donc, à quoi ça sert? Bien, assurer une saine gestion financière de la coopérative, donc du moins de ce bout-là, qui est le capital social. Évaluer les mouvements de capitaux. Parce que pour faire un plan de remboursement, il faut que je me pose un paquet d'autres questions. Pourquoi d'autres je vais avoir besoin de capitaux? Puis comment est-ce que, quelles vont être les entrées, quelles vont être les sorties, comment on va gérer ça? Anticiper les besoins en liquidité en cas de demande de remboursement de parts. Donc, notamment, là, chiffrer le fonds de prévoyance. Donc, combien est-ce qu'on devrait avoir dedans pour être capable de faire face aux différentes demandes? Servir d'outil de gestion des parts, très important. Là, donc, dans le fond, ça vient structurer, aider à structurer nos conseils d'administration qui font cette gestion-là. Planifier l'émission de nouvelles séries. Donc, c'est ça, là, être proactif, notamment face au plafond RIC. Donc, si on est proche de nos plafonds, de quelle façon on va structurer? Est-ce qu'on arrête d'émettre des parts RIC? Est-ce qu'on rembourse des vieilles séries, etc.? Puis garder la confiance des membres envers la coopérative et le mouvement coopératif. On ne se le cachera pas. Quand les coopératives se sont ramassées sur le front page du Journal de Montréal, ça a souvent été pour des questions de membres qui n'ont pas été remboursés. Bon, Dieu merci, il n'y en a pas énormément de ces cas-là, mais souvent, ces cas-là ont fait beaucoup de bruit et beaucoup de dommages donc, au mouvement coop. D'où notre intérêt là, à mieux encadrer les coops pour leur permettre de faire ce travail. Éric, je te vois avec une main levée, je crois. Ça doit être une erreur parce que je n'ai rien levé. Ah. Ben, je suis déçue, mais tu auras une autre chance. Merci, Caroline. Fait que donc, bon, je le regarde plus en détail, celui-là, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude comme intervenant nécessairement d'accompagner. Je pense que c'est, je regarde mon temps aussi, puis je me dis, j'ai clenché ma formation. Regardons donc un peu plus en détail ici. Question à se poser.
bien, c'est quoi l'état de nos liquidités actuellement? Est-ce qu'on a des liquidités en masse? Est-ce qu'on est serré? Est-ce que ben, ça va bien, mais compte tenu de ce qui s'en vient, etc. Fait que ça permet déjà de se dire avec quel niveau de précision il faut faire notre plan de remboursement. C'est quoi les engagements financiers de la coopérative? C'est quoi les différents contrats, notamment les contrats de prêt qu'on a? Souvent, les contrats de prêt exigent certains ratios de fonds de roulement, certains ratios de couverture de la dette. Donc, voir un peu là, quelles sont les liquidités qu'on doit avoir dans la coopérative. Puis, quels sont les besoins en capitalisation? Est-ce qu'on veut renouveler certains équipements? Est-ce qu'on veut faire des améliorations? Est-ce qu'on veut faire de l'acquisition, de la croissance? Donc, d'aller chiffrer quels vont être les besoins en capitaux dans les projets de la coopérative permet de dire, bon, bien, à partir de là, qu'est-ce que j'ai comme entrée? Qu'est-ce que je peux me permettre comme ça? On va mettre à jour un certain nombre de documents. Bon, théoriquement, le registre de part, il devrait toujours être à jour. On ne devrait pas avoir rien à faire là. Dans la pratique, on va encourager les coops au moins une fois par année à se pencher là-dessus pour s'assurer justement qu'il est à jour. L'état du capital social, là, en vue de l'inscrire aux états financiers. Ça, ben, le vérificateur, normalement, le met là, dans les notes aux états financiers des coopératives. Toutefois, on constate encore là que ben, les vérificateurs ils se fient sur les informations qui sont fournies par la coop. Donc, il y a avantage là, pour plusieurs coopératives à venir mieux documenter de façon à ce que les inscriptions aux états financiers soient mieux faites, je vais le dire comme ça. Notamment, bon, les catégories de parts, c'est quoi les caractéristiques des parts, etc. Lister les demandes de remboursement de parts indiquant le motif et la date. Fait que donc, ça permet aux coopératives là, d'établir des priorités de remboursement, notamment lorsque les résolutions déterminant les caractéristiques des parts permettent des remboursements prioritaires ou anticipés. Et ben, tableau des conditions relatives aux parts. Donc, encore là avoir nos outils, j'aimerais nommer ça le tableau de bord, là. On a toute l'information qui est nécessaire pour, après ça, être capable de déterminer quel va être notre plan de remboursement. Décision sur les intérêts à verser sur les parts. C'est très stimulant pour la capitalisation future de verser des intérêts sur les parts. Les membres, souvent, vont dire, ben, si je ne place pas chez vous, je vais placer ailleurs. Si je place ailleurs, je vais avoir un rendement. Donc, la coopérative, si elle veut solliciter des capitaux, c'est souvent souhaitable de verser un intérêt. Mais avant de le faire, elle doit tenir compte de ses autres obligations, notamment en lien avec ses liquidités. Puis, tu sais, ce serait vrai aussi pour la ristourne. Si je veux être capable de mettre de l'argent dans un fonds de remboursement, si je veux être capable d'accumuler les fonds pour qu'à échéance, je puisse rembourser les parts, bien, je dois faire une gestion globale de mes liquidités qui tiennent compte de l'ensemble des obligations. Ensuite, opération de rachat sur les parts échues. Dans la mesure où la situation financière de la coopérative le permet, on est toujours soumis au fameux article 38 qu'on connaît tous, la coop qui n'a pas le droit de rembourser ou de racheter une part ou de verser un intérêt si cette transaction-là mettait en péril sa situation financière ou la rendait incapable d'honorer ses obligations envers ses bailleurs. Fait que c'est toujours la première question qu'on va se poser. C'est quoi la situation financière? Est-ce que l'article 38 s'applique? Puis, combien est-ce qu'on peut se permettre de débourser pour pas que l'article 38 s'applique? Hein? Fait que donc, si cette année, j'aurais, par exemple, 20 000 de parts qui sont échues, bien, on va regarder pour rester en santé financière, c'est quoi le maximum qu'on peut se permettre. Et ça est notre première donnée dont on a besoin là, pour statuer du plan de remboursement. Tenir compte des demandes de rachat prioritaires. Donc, si les résolutions déterminant les caractéristiques des parts le prévoient, il faut traiter les demandes de rachat prioritaires. Regardez encore là la question des membres qui atteignent 71 ans ou s'il y a des risques de placement interdit. Donc, s'il y a des gens qui doivent sortir les fonds là, parce qu'ils atteignent 71 ans, ou s'il y a des gens qui sont rendus à plus que 10 de détention,
seul ou avec des personnes liées. Ça arrive quand on rembourse d'autres membres. Ça fait bouger le pourcentage de détention de tout le monde, puis ça peut faire augmenter de façon indue le pourcentage de détention de certaines personnes, forçant à leur rembourser certaines parts ou à des fois stimuler l'investissement d'autres membres là, quand on est assez proche. Fait que ça, c'est quelque chose dont on tiendra compte. Puis la coopérative peut procéder au rachat en série des parts échues. Fait que donc, j'avais mon fameux 20 000 de parts échues cette année. Si une fois que j'ai regardé ma situation financière, mes rachats prioritaires, mes membres qui ont 71 ans, puis mes placements interdits, il me reste plus que 20 000 de capacité de remboursement. Bien, on peut procéder là, au remboursement d'une série au complet. Dans certains cas, il faut obtenir l'autorisation des bailleurs de fonds pour rembourser des parts. Là. Habituellement, quand on a un prêt qui n'est pas fini de payer, c'est une condition assez standard. Donc, s'assurer dans notre plan de remboursement qu'on fait ces démarches-là suffisamment d'avance pour pouvoir demander l'approbation du bailleur. L'émission de nouvelles parts, bien évidemment, dans notre plan de remboursement, on en tient compte. C'est quoi les entrées de fonds qu'on a en lien avec les nouvelles parts? On va regarder c'est quoi notre plafond RIC. Ce serait le 60 % de capitalisation là, dans la plupart des coops ou le 165 % du placement détenu dans le cas de nos CPA. Donc, où est-ce qu'on en est par rapport à ce plafond-là? Où est-ce qu'on en est par rapport aux autres conditions de notre certificat RIC? Donc, avant d'émettre, on va toujours faire notre petite liste d'épicerie. C'est quoi toutes les conditions? Est-ce qu'on les respecte encore? Et est-ce qu'il y a des montants à ne pas dépasser, par exemple, ou des choses qu'il faut faire pour continuer de répondre à ces conditions-là? Dans notre plan de remboursement, c'est sûr que moi, j'ai toujours une ligne pour le fameux 60 % ou 165 % et je sais, dans le fond, qu'ici, il faut prévoir des remboursements si on veut continuer de pouvoir émettre. Donc, il y a vraiment une gestion à la fois des entrées et des sorties qui doit se faire pour assurer le maintien de l'admissibilité au RIC lorsque requis, évidemment. Les membres dont les parts ont été rachetées peuvent décider de réinvestir sur une base volontaire. À une certaine époque, il était possible de rouler des RIC. Donc, mes parts sont échues, la coop les réémet, puis on fait une transaction au registre sans sortir ou rentrer d'argent avec ça. C'est devenu illégal. Je regarde Guylaine parce que ça se peut que je me plante sur la date, mais je pense que c'est 2012. C'est ça? En fait, c'est devenu plus clair que ce n'était pas permis. Okay. Alors, il y avait vraiment une compréhension de roulement des parts juste par des écritures comptables, alors que ça devait toujours être une transaction effective, exigeant la capacité vraiment de payer de la coopérative et le réinvestissement de la part du membre. Alors, je ne pourrais pas te dire en quelle année, Caroline, ça a été clarifié, mais le fameux roulement qui était très populaire n'était finalement pas permis. C'était vraiment un rachat-réinvestissement qui était permis. C'est ça. Fait qu'aujourd'hui, c'est évidemment ce qu'on recommande, pas juste recommande, là, c'est ce qu'on dit aux coops de faire. Mais il est possible encore d'envisager des stratégies fiscales comme celle-là. Notamment dans les CTA, ça se fait beaucoup, mais il faut à ce moment-là prévoir une capacité réelle à sortir les fonds et le fait que c'est volontaire, là, le réinvestissement. Fait que donc, habituellement, dans nos calculs, dans notre plan de remboursement, on va prévoir l'entièreté de la sortie des fonds. Et si rien ne revient, est-ce que la situation financière de la coop est encore telle qu'on la souhaite, permet encore les développements qu'on veut faire, etc. Puis, s'ils réinvestissent, comment est-ce qu'on gère notre plafond RIC? Fait qu'on est obligé de gérer un peu les deux hypothèses dans ce genre de situation-là. Mais c'est dans le plan de remboursement de part qu'on est en mesure de dire, est-ce qu'on permet, par exemple, 50 % des réinvestissements? Est-ce qu'on permet tous les réinvestissements? Est-ce qu'on ne permet pas du tout de réinvestissement parce qu'on est trop proche de notre plafond et on veut le préserver pour les années qui viennent? Fait que cette réflexion-là se fait à l'intérieur du plan de remboursement de part. Et bon, la coopérative peut procéder à l'émission de nouvelles séries de parts tant qu'elle respecte le plafond. Fait que donc, effectivement, là, avant d'émettre, on va faire cette vérification-là.
Et une fois qu'on a émis, on va mettre à jour notre plan de remboursement pour s'assurer là, que tout ça se tient encore ensemble. Puis, on va prendre une résolution du CA à ce moment-là là, pour officialiser. Fait que voilà pour l'outil de plan de remboursement de part, là, qui est peut-être notre plus grosse nouveauté là, dans ce projet-là et qu'on espère bien que les coops vont l'utiliser. On se comprendra pour dire qu'il y a un certain niveau de complexité derrière ça. Bon, puis ça dépend là, si Éric, ta petite coop de travailleurs de 3 membres de tantôt, probablement que ça va bien aller. Mais la minute là, où on monte le nombre de membres, le nombre de catégories de parts, le nombre de séries à gérer, etc., ben, il y a quand même là, une complexité de gestion par rapport à ça. Et c'est là où on peut offrir des services conseils là, additionnels qui sont souvent requis lorsqu'on fournit ce genre d'outils-là. Peux-tu m'assister au moins la première, la deuxième année pour mettre ça en place? Et c'est la fin de mes outils que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Deuxième ronde, questions, commentaires, étonnements. Ça marche. Je vais arrêter mon partage, ça va me permettre de voir tout le monde. Bon, ça ne réagit pas nécessairement plus pour ça. Caroline, petite question de curiosité. Il y a combien de coopératives enregistrées au Rire Coop? Je pense qu'on est autour de 100, 130, 140, quelque chose comme ça. Par contre, il y a, tu sais, comment je vais te dire ça? Il y a beaucoup de vieilles coops qui ne cotisent plus puis qui continuent d'être enregistrées au REER. Fait que ce nombre-là n'est pas représentatif des coops qui utilisent réellement au quotidien le REER Coop pour continuer à se capitaliser. Mais c'est ça, une fois qu'on a enregistré au REER Coop, on ne peut pas dire non plus « Ah, ça ne m'intéresse plus ». Parce que là, ben, les gens, si les parts devaient être désenregistrées, vont avoir l'impôt à payer de ce qu'ils ont eu comme économie. Donc, ça oblige un peu la coop à rester dans le véhicule du REER Coop et à continuer de payer les frais. Là. Fait que, il faudrait que je regarde au niveau du nombre de coops actives, mais il me semble là, que c'était moins de 50 du total la dernière fois que j'ai regardé. Merci. Merci, Viviana. Hey, il y a 3 commentaires dans le chat, j'ai manqué tout ça. Ah! Il y a des éloges. Bon, pas de questions pour moi toujours. Ben, de toute façon, vous savez tous où me trouver. Hein? On continue le travail qu'on fait au niveau de la promotion, au niveau du soutien à l'implantation de ces mesures-là et au niveau du soutien à la gestion. Ton surnom, Éric? Tu me l'as volé. C'est totalement injuste. Mais moi, mon surnom est Éric Réher au sein de la CDRQ. C'est de l'imagination. Bon. Ça ferait le tour pour aujourd'hui. Il n'y a pas d'autres questions. Vous avez reçu les documents hier et puis ben, on va renvoyer aussi des documents pour demain pour la dernière formation de la semaine. Alors, ben, merci tout le monde d'avoir été là. Je vais arrêter l'enregistrement. Merci. À bientôt.